Agatha Christophe, le grand cahier. L'arrivée chez grand-mère. Nous arrivons de la grande ville. Nous avons voyagé toute la nuit. Notre mère a les yeux rouges. Elle porte un grand carton et nous deux chacun une petite valise avec ses vêtements, plus le grand dictionnaire de notre père que nous nous passons quand nous avons les bras fatigués. Nous marchons longtemps. La maison de grand-mère est loin de la gare, à l'autre bout de la petite ville. Ici, il n'y a pas de tramway, ni d'autobus, ni de voiture. Seuls circulent quelques camions militaires. Les passants sont peu nombreux, la ville est silencieuse. On peut entendre le bruit de nos pas. Nous marchons sans parler, notre mère au milieu, entre nous deux. Devant la porte du jardin de grand-mère, notre mère dit « Attendez-moi ici ». Nous attendons un peu, puis nous entrons dans le jardin. Nous contournons la maison. Nous nous accroupissons sous une fenêtre d'où viennent des voix, la voix de notre mère. Il n'y a plus rien à manger chez nous, ni pain, ni viande, ni légumes, ni lait, rien. Je ne peux plus les nourrir. Une autre voix dit « Alors tu t'es souvenu de moi. Pendant 10 ans tu ne t'étais pas souvenu. Tu n'es pas venu, tu n'as pas écrit. » Notre mère dit « Vous savez bien pourquoi. Mon père, je l'aimais, moi. » L'autre voix dit « Oui, et maintenant tu te rappelles que tu as aussi une mère. Tu arrives et tu me demandes de t'aider. » Notre mère dit « Je ne demande rien pour moi. J'aimerais seulement que mes enfants survivent à cette guerre. La grande ville est bombardée jour et nuit, et il n'y a plus de nourriture. On évacue les enfants à la campagne, chez des parents ou chez des étrangers, n'importe où. » L'autre voix dit « Tu n'avais qu'à les envoyer chez des étrangers, n'importe où. » Notre mère dit « Ce sont vos petits-fils. » Mes petits-fils, je ne les connais même pas, ils sont combien? 2 garçons, des jumeaux. L'autre voix demande « Qu'est-ce que tu as fait des autres ?» Notre mère demande « Quels autres ?» Les chiennes mettent bas 4 ou 5 petits à la fois. On en garde 1 ou 2, les autres, on les noie. L'autre voix rit très fort. Notre mère ne dit rien, et l'autre voix demande « Ils ont un père au moins? Tu n'es pas mariée, que je sache. Je n'ai pas été invitée à ton mariage. » Je suis mariée. Leur père est au front, je n'ai pas de nouvelles depuis 6 mois. Alors tu peux déjà faire une croix dessus. L'autre voix rit de nouveau. Notre mère pleure. Nous retournons devant la porte du jardin. Notre mère sort de la maison avec une vieille femme. Notre mère nous dit « Voici votre grand-mère. Vous resterez chez elle pendant un certain temps, jusqu'à la fin de la guerre. » Notre grand-mère dit « Ça peut durer plus longtemps. Mais je les ferai travailler, ne t'en fais pas. La nourriture n'est pas gratuite ici non plus. » Notre mère dit « Je vous enverrai de l'argent. Dans les valises, il y a leurs vêtements. Et dans le carton, des draps et des couvertures. Soyez sages, mes petits, je vous écrirai. » Elle nous embrasse et elle s'en va en pleurant. Grand-mère rit très fort et nous dit « Des draps, des couvertures. Chemise blanche et souliers laqués, je vous apprendrai à vivre, moi. » Nous tirons la langue à notre grand-mère. Elle rit encore plus fort en se tapant sur les cuisses. La maison de grand-mère. La maison de grand-mère est à 5 minutes de marche des dernières maisons de la petite ville. Après, il n'y a plus que la route poussiéreuse, bientôt coupée par une barrière. Il est interdit d'aller plus loin, un soldat y monte la garde. Il a une mitraillette, des jumelles, et, quand il pleut, il s'abrite dans une guérite. Nous savons qu'au-delà de la barrière, cachée par les arbres, il y a une base militaire secrète, et, derrière la base, la frontière et un autre pays. La maison de grand-mère est entourée d'un jardin au fond duquel coule une rivière, puis c'est la forêt. Le jardin est planté de toutes sortes de légumes et d'arbres fruitiers. Dans un coin, il y a un clapier, un poulailler, une porcherie et une cabane pour les chèvres. Nous avons essayé de monter sur le dos du plus gros des cochons, mais il est impossible de rester dessus. Les légumes, les fruits, les lapins, les canards, les poulets sont vendus au marché par grand-mère, ainsi que les œufs des poules et des canes et les fromages de chèvre. Les cochons sont vendus au boucher qui les paie avec de l'argent, mais aussi avec des jambons et des saucissons fumés. Il y a encore un chien pour chasser les voleurs et un chat pour chasser les souris et les rats. Il ne faut pas lui donner à manger, de sorte qu'il ait toujours faim. Grand-mère possède encore une vigne de l'autre côté de la route. On entre dans la maison par la cuisine qui est grande et chaude. Le feu brûle toute la journée dans le fourneau à bois. Près de la fenêtre, il y a une immense table et un banc d'angle. C'est sur ce banc que nous dormons. De la cuisine, une porte mène à la chambre de grand-mère, mais elle est toujours fermée à clé. Seule grand-mère y va le soir pour dormir. Il existe une autre chambre où l'on peut entrer sans passer par la cuisine, directement du jardin. Cette chambre est occupée par un officier étranger. La porte en est également fermée à clé. Sous la maison, il y a une cave pleine de choses à manger, et sous le toit, un galetas où grand-mère ne monte plus depuis que nous avons scié l'échelle et qu'elle s'est fait mal en tombant. L'entrée du galetas est juste au-dessus de la porte de l'officier, et nous y montons à l'aide d'une corde. C'est là-haut que nous dissimulons le cahier de composition, le dictionnaire de notre père et les autres objets que nous sommes obligés de cacher. Bientôt nous fabriquons une clé qui ouvre toutes les portes et nous perçons des trous dans le plancher du galetas. Grâce à la clé, nous pouvons circuler librement dans la maison quand personne ne s'y trouve, et, grâce aux trous, nous pouvons observer grand-mère et l'officier dans leur chambre sans qu'ils s'en doutent.